Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'ordinateurs portables qui ont des caractéristiques bizarres, des choses étranges que vous n'avez peut-être jamais vues, des choses qui vous sont peut-être passées inaperçues dans votre découverte de l'informatique. Et c'est tout à fait possible, parce qu'il y a tellement de choses bizarres qui ont été faites en informatique que forcément il y en a qui passent sous le nez. Moi personnellement j'en découvre tous les jours aussi, donc voilà. Donc première chose, vous avez cet ordinateur portable. Voilà, celui-là, un ThinkPad de chez Lenovo, les tout premiers Lenovo, pas plus ou moins des designs de chez IBM en fait à la base. Et donc, voilà ce qu'il a cet ordinateur, vous vous dites, oh bon sang, il est vachement épais et tout, etc. Voilà, donc il a un lecteur CD et tout ça, mais oh tiens, ça c'est bizarre, c'est un truc qui empêche de pouvoir brancher sur le port de recharge, et un port de recharge qui se trouve ici. C'est normal, cet ordinateur a ce que l'on appelle un dock. Ça c'est quelque chose qui se fait peut-être encore très rarement aujourd'hui, mais qui s'est jamais fait normalement énormément, c'était surtout des trucs pour ordinateurs professionnels. En gros, vous tirez sur ce loquet, et hop, pouf, l'ordinateur se sépare d'une base, une base qui contient des options qui ne sont pas intégrées à l'ordinateur, comme par exemple cet ordinateur n'a pas de lecteur CD intégré directement dedans. Donc voilà, le dock permet de rajouter ça. En plus de ça, le dock permet d'ajouter des ports ou de les dupliquer, par exemple le port d'écran qui est ici, alors qu'il y en a un déjà sur l'ordinateur, un port parallèle, un port série, alors qu'il n'y en a pas sur l'ordinateur, deux autres USB, etc. Donc en gros, vous pouvez laisser le dock chez vous et poser l'ordinateur dessus quand vous arrivez chez vous pour que ce soit directement relié à ce que vous utilisez chez vous plutôt que de ce que vous utilisez en balade. Mais ce n'est pas la principale particularité de cet ordinateur. Cet ordinateur a un écran bizarre. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez ouvrir cet écran, voilà, bon, jusque-là c'est juste un ordinateur portable, mais vous voyez qu'il y a des contrôles un peu étranges sur ce truc, c'est normal, cet ordinateur portable, pouf, peut se transformer, et là vous avez un petit loquet qui dépasse que vous passez de l'autre côté, tac, c'est coincé maintenant, et voilà, vous l'avez transformé en tablette, mais pas une tablette tactile à la main, attention, alors là ça par contre c'est encore plus spécial, non, une tablette avec chloup, stylet Wacom, qui est en gros tout simplement une tablette pour dessiner, avec l'écran incorporé. Le tout dans un ordinateur portable, où vous pouvez plier l'écran étrangement contre le clavier pour ne plus pouvoir utiliser le clavier, et juste, griffonner des trucs, voilà, c'était des ordinateurs d'architectes. Ça coûtait extrêmement cher quand c'est sorti, c'est des ordinateurs à peu près 2000 € ou des trucs comme ça, voilà, il y en a eu pendant un certain temps, je ne sais pas si ça se fabrique encore, j'ai bien l'impression que ça n'existe plus. Mais voilà, c'était une gamme de chez Lenovo, qui était assez intéressante, avec l'écran qui se replie sur lui-même, avec une petite flèche qui montre ici l'orientation, dans quel sens on doit tourner l'écran quand il est ouvert ou quand il est fermé. Voilà, il y a la petite flèche aussi de l'autre côté. Enfin voilà, c'est assez amusant. Et cet ordinateur m'a énormément servi. C'était l'ordinateur que j'utilisais régulièrement à une époque, mais je l'ai remplacé par le compact que je vous ai montré dans la vidéo où je vous présentais les capacités graphiques absolument honteuses du chipset Intel. Bon, absolument honteuses, mais en fait pas si mauvaise que ça pour un chipset intégré, attention. Mais voilà, en gros, le chipset machin, et justement, c'est justement parce que ces performances de chipset machin intégré sont pas si mauvaises que ça, que je l'ai remplacé, celui-là, par le compact, parce que celui-là, il a l'ancienne version, vous savez, le GMA 950, que l'on retrouve notamment dans les atomes, comme je vous ai montré. Mais même si IBM a eu l'idée de vouloir mettre ce genre d'ordinateur entre les mains de tous les architectes, et d'en faire un ordinateur aussi performant qu'un ordinateur normal, d'un ordinateur vous voyez, portable standard. Avant cela, il existait déjà des ordinateurs de ce genre-là. Ça a été plus ou moins inventé par Fujitsu, mais celui qui est le plus populaire, celui qui s'est le plus vendu des tout premiers PC de ce style-là, c'est celui-là. Le Acer Travelmate C110. Cet ordinateur portable a exactement le même principe de fonctionnement, on va dire, que le ThinkPad que je vous ai montré juste avant. Bon, il est pas dans un état prestigieux, bien entendu, il a beaucoup servi, donc il a un microscopique touchpad, un clavier, correct, où il manque une touche, bon, ça c'est pas d'origine, bien sûr, il est pas vendu directement avec la touche manquante. Il y a marqué dessus Intel Centrino, il s'agit d'un des premiers Pentium M, un Pentium M basse consommation, ultra basse consommation, ULV, ce qui veut dire ultra low voltage. Ce genre de processeur était pas forcément aussi performant que les autres, mais permettait d'avoir de bien meilleures autonomies. La batterie dessus est minuscule, oui, car sur le ThinkPad, toute cette partie-là est détachable, et cette partie-là, c'est la batterie. Elle est absolument énorme.
Ici, nous avons presque rien en termes de batterie, hein, c'est tout intégré dedans. Donc cet ordinateur fait partie de ces trucs que je trouve un petit peu trop élaborés pour ce que c'est. Au lieu d'avoir fait comme l'a fait IBM très peu de temps après, de vouloir faire en sorte qu'il y ait juste un lock qui se fait automatiquement à l'intérieur de la charnière, eh bien là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ici, il y a des petites épaules que l'on peut ouvrir et fermer pour bloquer la charnière sur les côtés. Problème, ça marche pas du tout parce que ça s'use très vite et ça frotte sur le plastique, ce qui le lime, parce qu'ils ont fait en sorte que les trucs, les pitons là qui dépassent là, sont pas assez longs. Alors comme ils sont pas assez longs, eh bien il suffit qu'ils frottent un petit peu pendant un certain temps et ils finissent par pouvoir se désolidariser tout seul de ce bazar, donc ils servent plus à grand chose. Bref, donc l'idée c'est de déverrouiller ça, puis ensuite de le tourner, et encore une fois, dans un élan d'ingénierie un petit peu trop complexe pour ce que c'est, au lieu de faire en sorte qu'il y ait juste un bâton qu'on pousse là et ça le sort de l'autre côté, ce qui est tout à fait stupide quoi, et puis il y a un délock qui se trouve en bas ici, qu'on appuie et puis que ça débloque, et ben là ce qu'ils ont fait c'est totalement l'opposé, c'est franchement trop compliqué pour ce que c'est. Là de ce côté c'est pété mais c'est pas grave, imaginez qu'il y a un bâton qui dépasse, donc vous appuyez dessus, vous poussez ce bazar sur le côté, et là il y a un bâton qui vient de sortir de l'autre côté, vous voyez, regardez, floup, il rentre, floup, il sort. Voilà. Et pour pouvoir déloquer le truc, c'est en appuyant dessus comme ça qu'on le fait reculer et il se débloque du truc. Bref, c'est compliqué, c'est beaucoup trop compliqué pour ce que c'est. Une fois toutes ces étapes terminées, il faut penser à remettre les épaules, ce qui sert strictement à rien. Et vous avez ici un écran tactile, tout ce qu'il y a de plus banal pour l'époque, un truc plus ou moins résistif, mais qu'ils appellent Resistive Digitizer, donc je sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, ça utilise un stylet, et ce stylet a un petit bouton qui est détecté. Ça fonctionne un peu comme la technologie Wacom, mais très certainement en interne, pas de la même façon. Donc bref, exactement le même principe, mais en cheapos, étrangement pas beaucoup plus léger, avec une batterie minuscule, et ici des espèces de clapets pour cacher les ports, pour que ce soit plus agréable à tenir en main, donc ils ont pensé quand même à des détails assez intéressants. La fameuse batterie, comme je le disais, se débloque très certainement comme ceci, voilà, pouf, et vous voyez, elle est minuscule. Elle est absolument minuscule, et comme ce sont pas des piles rondes, mais des trucs plats, vous savez, les fameux lithium polymères, c'est certain, elle est complètement HS de nos jours, ça, c'est un truc qui ne manque jamais. Vient avec un autre truc assez intéressant que vous ne connaissez peut-être pas l'existence, Windows XP, Microsoft Windows XP, tablette édition. Je vous l'épelle parce que l'étiquette est complètement effacée. Voilà, bon, bref, voilà. Donc, c'est déjà un miracle qu'on puisse encore lire l'étiquette, parce qu'en fait, le problème, c'est que la partie qui est écrite ici, c'est un logo qui se pèle, et ça enlève les écritures, généralement. Donc, c'est incroyable qu'on puisse encore le lire. Mais voilà, donc il s'agit du Travelmate C110, comme je vous l'ai déjà dit. Pour information, là nous avons le nom exact, C111 TCI, il devait y avoir des options, etc., ou des trucs de ce genre. Je ne sais pas encore s'il marche, je l'ai trouvé quelque part il y a déjà un petit moment, mais bon, comme vous le savez, au niveau des performances, à mon avis, il y a rien à en tirer, hein, c'est un ordinateur vraiment ancien. Alors, entre deux curiosités, une mini-curiosité, ceci est un ordinateur Dell, tout ce qu'il y a de plus banal, il vient avec une option qui est une grosse batterie, une batterie qui dépasse légèrement, comme vous le voyez, contrairement à la batterie normale qui ne dépasse pas. Mais c'est pas ça le truc assez intéressant. Le truc intéressant, c'est que chez Dell, et ce serait certainement chez d'autres constructeurs, mais c'est un truc qu'on voit très rarement, floup, hop, vous tournez ça, et sur la batterie, si vous en avez plusieurs dans votre sac, il y a ce petit truc pour savoir laquelle est chargée et laquelle ne l'est pas, et à quel niveau de charge elle est. Ça fonctionne un peu comme les piles Duracell, vous appuyez sur le bouton, et vous savez combien de voyants s'allument, et en voyant le nombre de voyants qui s'allument, vous savez jusqu'où en est la charge. Donc là, elle est chargée complètement. Voilà, c'est une petite originalité que je voulais vous montrer, parce que beaucoup de gens ne savent pas que ça existe. Alors, voici maintenant un énorme ordinateur portable. J'aime pas tellement les ordinateurs portables aussi gros, parce que je me dis que, franchement, c'est juste un PC fixe énorme, quoi. Et en plus, il a même pas des caractéristiques de PC fixe, mais c'est pas là-dessus que il a des caractéristiques d'ordi portable, en fait, donc c'est pas particulièrement intéressant. Donc, en dehors du fait que cet ordinateur portable est un très vieux truc, où l'écran déconne un petit peu, malheureusement, mais c'est dommage, parce que il a un truc assez intéressant, c'est que, bizarrement,
la batterie marche encore, ce qui est incroyable pour un PC aussi vieux, mais c'est pas ce que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer se passe à l'arrière de l'ordinateur. À l'arrière de cet ordinateur au poids considérable, nous avons 2 trappes et une batterie qui est relativement grosse, ce qui explique peut-être pourquoi elle marche encore, parce que plus une batterie contient de cellules et moins elle est sollicitée quand elle est en train de se décharger, c'est-à-dire en gros moins elle trinque tout bêtement, et donc celle-ci, je ne sais pas combien elle a de cellules, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peut-être, je ne sais pas. Bref, on enlève la batterie, même si on s'en fout un petit peu, on va ouvrir celui-là, hop, cette petite particularité, c'est cette chose. Aucune idée de l'intérêt de cette chose. Vous voyez, ici vous avez la carte Wi-Fi, et ici vous avez une plaque en dessous. Pourquoi il y a une plaque en dessous de la plaque? Ça n'a aucun sens. Si vous voulez éventuellement l'isoler pour les ondes ou je ne sais pas quoi, il suffisait juste qu'ils mettent un morceau de métal ici avec des petites bornes qui dépassent et qui viennent se connecter dessus quand on remet la plaque. Mais non, ils ont fait ce truc. Alors c'est hyper chiant, ça s'ouvre et là vous avez la RAM en dessous et ça gêne tellement quand on veut enlever, mettre de la RAM et ce genre de truc. Regardez-moi ça, c'est tellement relou là, surtout pour celle qui est au fond là. Alors là franchement celle-là, une fois je l'ai mis pas comme il faut et il a fallu que j'aille la repêcher dedans, mais alors bien comme il faut quoi, avec un petit tournevis pour réussir à la soulever, réussir à la décoincer. En plus ce truc là il est pas détachable. S'il avait été détachable, genre par exemple on fait ça et je clip, pouf, il se détache et hop on l'enlève. Non, c'est pas le cas. C'est vraiment un ordinateur relou là-dessus. Franchement j'ai jamais vu un truc pareil. Regardez-moi ça comme c'est chiant de mettre la RAM. Regardez-moi ça. Putain. Failli la faire tomber à côté des connecteurs encore une fois, ce qui fait qu'elle se retrouve dans le trou, et puis après pour la mettre, c'est super chiant pour la ressortir de là-dedans. En plus, les connecteurs ont pas beaucoup servi, donc... sont pas faciles de mettre dedans. Bref, ce qui nous intéresse se trouve derrière cette autre plaque. Une fois cette autre plaque dévissée, voyons... Floup. Et là, vous avez... Intéressant. 2 emplacements pour disque dur. Alors, faut savoir qu'il y a une époque où ça se faisait beaucoup, que ce soit avec du Serial ATA, ou là, en l'occurrence, avec du Parallel ATA, parce que il s'agit d'un chipset intégré ATI qui ne supportait pas encore le Serial ATA, donc bon, ça a été parmi les derniers ordinateurs à avoir du Parallel ATA pour un ordinateur portable. Le fameux mini Parallel ATA qui contient à la fois sur toute une rangée de broches l'électricité et les données. Et comme vous voyez, nous pouvons en mettre 2, comme je l'ai dit, donc ploup ploup, et hop, ils sont reliés à la carte mère, et vous pouvez éventuellement faire un RAID 0 avec les 2, si vous êtes sous Linux ou ce genre de truc, pour pouvoir avoir un ordinateur un petit peu plus speed. Bref, un truc qui n'est pas du tout à la mode à notre époque où on veut des PC ultra light, extrêmement portatifs, etc., avec une grosse autonomie. Faut relativiser les choses, l'autonomie n'est pas non plus absolument atroce pour l'époque, parce que les ordinateurs portables à l'époque avaient généralement une mauvaise autonomie, mais ajouter 2 disques durs à tout ça, un écran géant, et en plus de ça, un chipset graphique ATI qui n'est pas forcément des plus optimales, ainsi qu'un Turion 64 qui à côté des Pentium M était aussi très énergivore, et vous avez un ordinateur qui était vraiment fait pour être un ordinateur fixe, comme vous pouvez le constater. Déjà le coût des 2 disques durs montre bien que le but est de faire un ordinateur vraiment très spécial, sachant que avec 2 disques durs à plateau, vous multipliez vachement vos chances d'avoir des disques durs HS, parce que encore une fois, c'est un truc qui est censé être transporté. Si c'est transporté, les disques durs à plateau n'aimant pas tellement les vibrations, vous avez plus de chances de les griller, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, c'est assez spécial, et c'est une fonction que l'on retrouve pas très souvent. Maintenant, on voit ça surtout avec des SSD éventuellement. MSI avait sorti un ordinateur portable où on pouvait mettre plusieurs SSD en mini PCI, ou je sais plus comment ça s'appelle, pas du micro Serial ATA, mais un autre truc très spécial qu'ils avaient sorti, si, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, le M-SATA ou un truc comme ça, mais le port est exactement le même que le micro PCI Express qu'il y a pour la carte Wi-Fi, donc c'est assez confus. Donc on pouvait, vu qu'ils étaient plutôt lents, en mettre plusieurs et pouvoir les mettre en RAID 0. C'était bizarre, encore une fois. En parlant de portativité, nous voici maintenant avec des ordinateurs portables qui sont extrêmement en avance sur leur temps sur ce sujet. Il s'agit des Toshiba, qui sont extrêmement fins comme celui-là.
Ces ordinateurs portables extrêmement fins et extrêmement légers, que je dis comme étant vachement en avance sur leur temps à cause de ce genre de points, sont des ordinateurs qui étaient très fonctionnels, là en l'occurrence celui-là sous Windows 98, à base de Pentium 3, encore une fois pas particulièrement cheap en termes de caractéristiques, plutôt solide même si là il manque une vis, comme vous pouvez le voir. Cette gamme des Portégés, qui n'est pas la seule gamme que Toshiba avait fait comme ordinateur extrêmement fin, extrêmement léger, extrêmement portatif, mais qui est la plus connue, cette gamme des Portégés a été continuée pendant très longtemps. Là, il s'agit d'un ordinateur très poussiéreux, il s'agit d'un ordinateur sous Windows XP, équipé d'un Pentium M. Il est extrêmement léger, extrêmement portatif, extrêmement tout ce que vous voulez, plutôt pratique à utiliser, un clavier avec des vraies bonnes touches de taille normale, un touchpad de taille, on va dire pas terrible, mais voilà, pour l'époque, pour la taille du PC, c'était correct, surtout que à l'époque, on n'avait pas encore pensé à faire les touchpads, on va dire, plus dans la longueur plutôt que dans la hauteur, parce qu'on avait encore des écrans 4/3, donc voilà. Bref, cet ordinateur portable, voilà, avec un minuscule disque dur, une minuscule batterie, mais qui est largement suffisant parce que c'est un ordinateur portable ultra low voltage aussi, un petit peu comme le Acer que je vous ai montré. C'est tout à fait capable de faire fonctionner tout ce qu'on veut, mais voilà, nous avions ça à l'époque. Je rappelle que pour à peu près le même prix et à peu près les mêmes performances, parce que Apple à l'époque était vachement en retard, la marque à la pomme du coup, dont on doit taire le nom, j'aurais pas dû le dire, sinon je vais ramener une meute de gens enragés qui pensent qu'on ne peut absolument pas dire qu'il y a des défauts dans ces machines-là alors qu'il y en a dans tous. Ces ordinateurs-là étaient extrêmement lourds, extrêmement peu puissants pour l'époque, parce que pour information, les processeurs qu'utilisait Apple à l'époque n'étaient pas possibles, enfin il n'était pas possible d'en faire des versions portables, du coup ils utilisaient la génération d'après, la génération d'avant, je veux dire, les G4 étaient encore utilisés alors que les G5 étaient dans les PC fixes, et bon sang qu'ils étaient lents, tout ramé, c'était épouvantable, enfin bref, en gros on avait une expérience qui était vraiment pas terrible, et les ordinateurs portables Apple sont restés extrêmement épais pendant une très longue période de temps, et il faut s'en souvenir de ça. Parce que s'il y a bien un truc dont Apple est doué, c'est de réécrire toute l'histoire pour que ce soit à leur avantage. Quand ils ont sorti leur premier PC extrêmement fin, ils nous ont fait croire que c'était eux qui l'avaient inventé. Quand ils ont enlevé les lecteurs CD, etc., ils ont fait croire que c'était une super avancée et que c'est eux qui l'avaient inventé. Bon, bref, ce genre d'ordinateur portable, comme le Portégé, non seulement il était extra léger et extrêmement performant pour la taille à l'époque, mais en plus de ça, il venait avec un lecteur CD. Alors certes, il n'est pas intégré dedans, parce que comme vous voyez, c'est trop fin pour ça, c'est vraiment, si vous n'avez pas encore vu à quel point c'est fin, c'est à peine plus épais que le port VGA lui-même, qu'ils ont été obligés de découper en haut et en bas pour réussir à faire en sorte que ça rentre. Enfin bref, c'est extrêmement fin. Franchement, je le tiens, mais à rien, il est extrêmement léger en plus. Mais donc voilà, il venait avec un lecteur CD externe, qui permettait de se brancher dans le port d'extension. Ici, encore un autre truc on se dit, mais purée, c'est si fin que ça, il y a un port d'extension. Parce que autrefois, oui, on pouvait mettre des extensions sur les ordinateurs portables sous forme de grosses cartes qui se rentraient dedans avec des ports en plus. Par exemple, si on voulait rajouter de l'USB 3, ça existe. Schlack, et hop, 2 ports USB 3. Des trucs comme ça sur un PC qui est hyper vieux, qui date de bien avant que l'USB 3 soit inventé. Donc bref, en gros, vous voyez un petit peu l'idée, dans le port d'extension, schlack, on pouvait glisser un truc qui était relié à un gros câble, qui était relié à un lecteur CD, où on pouvait remplacer d'ailleurs dedans, c'était amovible, remplacer le lecteur CD par un lecteur DVD, un graveur DVD, un truc comme ça. Bref, tout ça pour dire que c'était assez sans compromis comme truc en plus. Ah oui, d'ailleurs, c'est tellement sans compromis que, regardez, ça vient carrément avec un lecteur de disquette Toshiba qui va bien, c'est vraiment un truc vendu avec, et qui se met en USB comme ça, on pouvait booter sur des disquettes en USB. Alors on ne peut pas booter sur un lecteur CD qui se branche en USB par contre, ce que je trouve bizarre, mais on peut booter sur le lecteur CD bien sûr qui se branche dans le port carte PCMCIA qui était dessus comme je vous l'ai dit. Son seul défaut, en fait, c'est l'utilisation d'un disque dur qui n'est pas standard. C'est les tout petits disques durs qui sont pas des 2,5 pouces, ces trucs encore plus petits, je crois que c'est 1,8. Donc bref, ensuite, on va continuer avec cet ordinateur portable, qui fait aussi partie des trucs super fins, super légers, etc. Et là, à tel point sans compromis, vous allez voir. Bon, par contre, le compromis, ça devait être la solidité, parce que quand je l'ai récupéré dans les poubelles il y a pas longtemps, voilà ce que j'ai vu. Alors, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Alors, est-ce que le précédent propriétaire s'est vengé dessus? Est-ce que les
panneaux sur les côtés qui sont en plastique sont si fragiles que ça et se barrent tout seul, j'en sais rien. Est-ce qu'il a essayé de le démonter? Il a commencé par essayer de virer les panneaux sur les côtés et il s'est rendu compte que ça lui pétait dans les mains. J'en sais rien, parce que de l'autre côté c'est un peu pareil. Vous voyez qu'il reste encore un petit bout du panneau en plastique. D'ailleurs aussi la façade du lecteur CD a été arrachée, c'est trop bien. Mais ce qui est marrant, c'est que cet ordinateur là, quand je l'ai récupéré, franchement, je m'attendais à rien, hein. Je me disais tiens, juste un Vaio et tout ça, oh il m'a l'air ridiculement pourri, il m'a l'air ridiculement foutu, quoi. C'est ça que je voulais dire par pourri, pas parce qu'il est nul, mais parce que il a l'air dans un état épouvantable. Et ben, le truc qui est drôle, c'est qu'il marche. Il marche encore. D'ailleurs, pour une fois, autant que j'allume l'ordinateur, parce que là, ce que j'ai à vous montrer, c'est quelque chose qui a un rapport avec l'allumage de l'ordinateur. Donc comme vous pouvez le voir, malgré son état de décrépissance avancé, ce PC portable s'allume encore et fonctionne parfaitement. Il n'y a rien qui déconne, même là je suis en train de le faire fonctionner sur batterie. Vous vous rendez compte, j'ai trouvé un ordinateur portable dans les poubelles qui ressemble à une poubelle et qui fonctionne encore sur batterie. Ce n'est toujours pas ça que je veux vous montrer. Alors, il a un petit bouton ici qui permet d'activer ou de désactiver le Wi-Fi. Pouf, voilà, hop, le Wi-Fi est désactivé, mais ça encore une fois, c'est pas ce que je veux vous montrer, parce que c'est quelque chose d'extrêmement banal. Mais ce que je veux vous montrer, c'est ce truc. Il y a une petite LED qui s'affiche au-dessus d'un truc qui est écrit Stamina. Là, il y a une autre petite LED qui écrit au-dessus d'un truc où il y a marqué Speed. Donc vous vous dites, c'est peut-être un rapport avec ce bouton, enfin lui il permet de faire en sorte qu'il soit moins bien refroidi ou mieux refroidi pour plus ou moins de performance. Vous vous dites, bon c'est à peu près la même chose. Non, pas du tout. Ce truc-là sert à autre chose. Et vous allez voir, je vais le mettre dans la deuxième fonction. Là il y a marqué carte graphique, speed, entre parenthèses vitesse, bon ok pourquoi pas, et il demande de redémarrer. Si vous redémarrez, vous allez voir qu'il va se passer un truc. Là, je vais d'abord vous montrer quelque chose. Je vais dans, hop, poste de travail, hop, gestionnaire de périphérique, et vous pouvez voir, si vous arrivez à le lire, que nous sommes en train d'utiliser un 945GM, qui est en gros le GMA 950, le truc que je vous ai montré pour les Intel Atom. Donc un GPU qui est pas dramatiquement pourri si vous avez un processeur correct pour l'appuyer, comme c'est le cas ici vu que c'est un Core de Duo tout à fait correct, mais pas un truc du tout fait pour les jeux. Donc là vous avez vu qu'il vous a parlé de la carte graphique, etc., machin chouette, vous redémarrez, et une fois redémarré, vous pouvez vous apercevoir que l'ordinateur déjà fait beaucoup plus de bruit de ventilation, et que, bizarrement, la carte graphique a été remplacée par une Nvidia GeForce Go 7400, ce qui est absolument pas du tout la même chose. Et oui, c'est ce qu'on pourrait appeler l'ancêtre de Nvidia Optimus, qui n'était pas du tout fait par Nvidia, cet ancêtre en question. C'est juste en gros une fonction qui est reliée au BIOS, qui permet d'activer, d'allumer ou pas, l'une ou l'autre des cartes graphiques, de changer des paramètres en fait, qui une fois le redémarrage fait, va faire en sorte que l'une ou l'autre des cartes graphiques soit présente. Et c'était seulement de cette manière-là que nous pouvions faire un ordinateur portable qui combinait bonne performance graphique si on en a besoin, ou bonne autonomie si on en a besoin. D'ailleurs, l'autonomie de cet ordinateur n'est pas dégueulasse. Pour l'époque, nous avions à peu près 2 heures d'autonomie en faisant absolument que dalle avec la GeForce machin chouette, et environ 3 heures d'autonomie en faisant là aussi absolument que dalle avec le truc Intel, avec la batterie telle qu'elle est, dans l'état qu'elle est actuellement, hein, c'est-à-dire pas avec une batterie neuve. Ce qui fait qu'en utilisation avec la Intel, si vous utilisez l'ordinateur de manière relativement modérée, vous avez à peu près 2 heures d'utilisation voilà, sur batterie, ce qui est tout à fait correct encore aujourd'hui, hein. Certains ordinateurs sortent avec une autonomie pareille avec une batterie neuve, ce qui est franchement honteux de nos jours, mais voilà. Donc voilà, j'ai fini, c'était toutes les particularités amusantes que je voulais vous montrer sur des PC portables que j'ai trouvés avec le temps, et c'est avec l'autofocus complètement mort de ma caméra que je vous quitte et je vous dis salut à tous et à la prochaine.